Bonjour à Amadou. Bonjour Juan Gomez et permettez-moi d'abord de remercier RFI, la seule radio dans le monde qui nous permet de mieux comprendre l'actualité. Ah, ça c'est un beau slogan. Vous savez quoi? On va le noter et on va immédiatement le donner au service communication de RFI. Merci en tout cas de nous écouter dans le sud du Niger. Vous êtes à Zinder et vous avez des questions après la décision des autorités de Bamako de libérer des prisonniers du groupe État islamique au Sahel. Oui Juan, il y a une dizaine de jours, deux cadres importants de l'État islamique au Grand Sahara ont été libérés par la junte malienne au nord du pays. Alors Juan, j'ai des questions sur ça. Oui. Est-ce ce qu'ont obtenu les autorités maliennes en échange? Alors, on va déjà répondre à cette première question avec David Bachet. Bonjour David. Bonjour Juan, bonjour Amadou. Journaliste au service Afrique de RFI. Précisons d'abord que les autorités maliennes de transition n'ont pas libéré seulement ces deux cadres de l'État islamique au Sahel. Vous avez raison Juan, c'est tout un petit groupe de djihadistes qui a été libéré. Le plus haut gradé, effectivement, c'est Oumeya Ould al-Baka. Il était le chef de la branche sahélienne de l'État islamique dans le Gourma malien et dans l'Oudalan burkinabé. Son nom avait même circulé parmi les successeurs potentiels d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, l'émir du groupe qui avait été tué par l'armée française il y a 2 ans. Ensuite, Bamako a libéré Dadi Ould Chegou, plus connu sous le nom d'Abou Dardar. Il est lui aussi un djihadiste considéré comme important dans la hiérarchie du groupe État islamique. Les 2 hommes avaient d'ailleurs été arrêtés par la force française Barkhane, respectivement en 2022 et en 2021, avant d'être remis aux autorités maliennes de transition. Mais il n'y a donc pas que ces 2 cadres qui ont été libérés. Avec eux, au début du mois, plusieurs autres combattants de l'État islamique au Sahel sont sortis des geôles maliennes, 3 ou 4 selon certaines sources sécuritaires et diplomatiques, 7 précisément selon une source sécuritaire malienne proche du dossier. Alors Amadou, vous voulez connaître les contreparties? Y en a-t-il eu? Alors c'est vrai. En ce qui concerne les contreparties, selon ces mêmes sources, il y en a plusieurs. La première, c'est la libération d'otages maliens détenus par le groupe djihadiste, des libérations de prisonniers contre des otages. Bamako l'a déjà fait, même avec le groupe rival, le JNIM. Mais dans le cas présent, il y a aussi une seconde contrepartie, c'est l'instauration d'une trêve qui doit permettre aux autorités de transition de mener leurs activités, notamment électorales, dans les zones contrôlées par le groupe État islamique et principalement à Ménaka, dans le nord-est du Mali. Et une telle trêve permettrait également de redéployer des militaires dans cette région du nord-est du Mali, dans cette zone du nord-est du Mali, et cela dans un contexte où la MINUSMA, la mission onusienne dans le pays, est sur le départ et elle va devoir abandonner ses bases. Voilà donc pour les contreparties. Vous disiez avoir 2 questions, Amadou. Oui Juan, cette libération des membres de l'IGS peut-elle être un prélude à des discussions entre les forces militaires maliennes et l'IGS? David Bachet. Alors le prélude ou même déjà le signe, de telles négociations sont forcément menées dans le plus grand secret, donc il est difficile d'avoir beaucoup de précisions. J'ai contacté la présidence malienne, mais je n'ai obtenu aucun commentaire. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'au sein des groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, dont certains sont en première ligne face au groupe État islamique, notamment dans les régions de Ménaka et de Gao, eh bien ces libérations passent très mal. Plusieurs interlocuteurs redoutent une alliance de circonstances du Mali et de l'État islamique contre les djihadistes rivaux du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est lié à Al-Qaïda. Mais peut-être aussi contre les groupes armés signataires de l'accord de paix en cas de reprise des hostilités. Ces craintes-là, elles sont également partagées par des sources politiques maliennes ou par des sources diplomatiques, mais à ce stade, je parle surtout d'hypothèses et de craintes. Elles reviennent dans la bouche de nombreuses sources qui suivent de très près le dossier, donc ce n'est pas rien, mais ce n'est, si je peux dire, que cela. Et il faut aussi rappeler que le gouvernement malien et les groupes armés signataires, en dépit des forts blocages des derniers mois, eh bien, ils clament tous officiellement leur volonté de poursuivre la mise en œuvre de l'accord. Et puis une trêve ponctuelle, David, ça ne veut pas forcément dire une alliance de long terme. Absolument, et le jeu serait d'ailleurs risqué pour les autorités maliennes de transition, parce que concrètement, ça signifierait un front commun Fama, Wagner, État islamique. Mais justement, on n'en est pas là. Et d'ailleurs, on se souvient que face justement à l'offensive de l'État islamique dans le nord-est du Mali, depuis 1 an et demi, Iyad Akrali, le chef du JNIM, allié d'Al-Qaïda, avait lui-même proposé une sorte de pacte de non-agression au groupe signataire de l'accord de paix. C'était en janvier dernier. Iyad Akrali s'était personnellement déplacé pour rencontrer des chefs de ces groupes armés signataires. Et l'objectif, c'était que tous, le JNIM et les groupes signataires de l'accord de paix, donc, concentrent leurs efforts contre l'État islamique et contre ces massacres de masse. Mais des 2 côtés, l'idée d'une alliance de long terme était réfutée, rejetée catégoriquement. Donc on a l'impression que des choses cruciales sont peut-être en train de se jouer actuellement, et c'est l'avenir du nord du Mali et du Mali tout entier qui est en jeu, donc ça prête à des réflexions qui peuvent aller loin, mais attention aux conclusions hâtives.